Conseil national des Républicains demain, grand événement, plus de 2000 personnes qui sont réunies à Paris. C'est un peu le parlement de ce parti et à cette occasion, eh bien, c'est François Fillon qui va être adoubé si besoin était, puisqu'il a été largement adoubé par une partie du peuple français. Et nous sommes avec le président de ce parlement précisément, c'est Luc Châtel qui est député également de Haute-Marne. Bonjour Luc Châtel. Bonjour Israël. Alors, grand jour demain? Oui. Ça se passe à quel endroit? Ça se passe à la Mutualité. À la Mutualité, 2000 personnes. C'est qui? Parce que tout le monde n'est pas... comme vous l'avez dit, c'est le Parlement du parti. C'est les cadres du parti. À la fois nos élus, Ouais. nos parlementaires, nos conseillers départementaux, régionaux, maires. Et puis ce sont les élus de nos territoires, c'est-à-dire de nos fédérations. D'accord. C'est-à-dire à la fois les présidents de fédération et puis des représentants de nos militants. Bon, alors on va parler du contenu, de ce qui va se passer. Votre regard hier sur le débat de la primaire socialiste, le premier débat? Mon regard est forcément sévère, si vous voulez. On avait l'impression d'assister à qui veut dépenser des milliards. C'est à celui qui trouverait l'idée la plus farfelue pour à nouveau faire des chèques en blanc. C'est entre celui qui veut mettre en place un revenu universel qui est au niveau du budget de l'État actuellement. C'est ça, l'ordre de grandeur. Il faut que nos concitoyens soient conscients. Autour de 300-400 milliards d'euros, on ne sait pas trop d'ailleurs, par an. Celui qui veut passer aux 32 heures, celui qui veut taxer les banques, celui qui nous explique qu'il était contre les 35 heures, mais finalement il dit c'est pas si mal. Tout c'est assez pathétique. Voilà. Et hier soir, François Hollande nous avait expliqué qu'il voyait un alignement des astres. Hier soir, on a surtout vu un alignement de vieilles lunes. Valls malmené ou vous l'avez trouvé Moi, vous savez, je n'ai pas à commenter les performances des uns et des autres. Ce que je constate, c'est qu'on a une gauche qui sort essorée du quinquennat Hollande. Elle est fracturée, elle est essorée. Et ce qu'on a vu hier soir, ça représente aujourd'hui à peine un tiers du potentiel électoral de la gauche. Alors, on va en reparler aussi. Baisse de forme, quand même, dans les sondages de François Fillon. Ça, vous ne pouvez pas le constater, c'est scientifique. Vous l'expliquez comment? Je ne cherche pas à l'expliquer. C'est pas prédictif les sondages, c'est en ce moment. Oui, moi c'est pour ça que je ne cherche pas à l'expliquer. François Fillon a fait toute sa campagne avec des mauvais sondages, sauf les 10 derniers jours. Donc il a raison de ne pas s'en préoccuper. Il a raison d'être dans son couloir, de faire campagne. La route est longue, encore 4 mois. 4 mois, il faut tenir. Là, on va avoir un éclairage forcément mécaniquement sur la gauche. On y verra plus clair début février. Il a raison de quitter un peu le domaine économique pour s'engager davantage sur des problèmes, on va dire, identitaires. Je pense qu'il a raison, parce que d'abord, on l'a beaucoup entendu sur les thèmes économiques. Il est crédible sur ces sujets. Il a un programme qui correspond... Il est crédible, on va en parler quand même. Il a un programme qui correspond bien à ce que veut notre électorat. Simplement, la présidentielle ne va pas se jouer uniquement là-dessus. Elle va se jouer sur la stature, elle va se jouer sur la capacité à défendre le pays à l'intérieur et à l'extérieur. Donc oui, c'est un sujet très important. Et pas uniquement pour les électeurs de droite, pour tous les Français. Pour tous les Français. Alors à droite, justement, ça branle un peu dans le manche, si vous me permettez l'expression. Alors on va aller passer les uns après les autres au détail. Les centristes, d'abord. Les centristes, ils grognent parce que ils grognent sur le projet. Monsieur Lagarde dit 500 000 postes de fonctionnaires en moins, c'est impossible, c'est infaisable. Mais ils grognent beaucoup aussi sur les circonscriptions. Est-ce que vous allez y arriver ? D'abord, je voudrais répondre, 500 000 postes de fonctionnaires, c'est impossible. Ça nous ramènerait en 5 ans. D'abord, je rappelle qu'il va y avoir un peu plus de 600 000 départs pendant les 5 ans. La moitié des 500 000, c'est-à-dire 250 000, c'est le non-remplacement d'un départ sur 2. Et les autres ? La deuxième moitié, c'est des non-renouvellements de contrats. C'est ce qu'on fait dans toutes nos communes. Donc ce ne sont pas vraiment des fonctionnaires d'ailleurs, ce sont des contractuels en fait. Ce sont des contrats, ils sont à la charge de l'État. Mais avec des contrats publics. Et j'aurais juste dire à mes amis qui douteraient de cela que ça nous ramènerait au nombre de fonctionnaires qu'il y avait au début des années 2000 dans notre pays. C'est-à-dire après que Lionel Jospin ait été Premier ministre. L'inflation a surtout été constatée dans les collectivités territoriales. Certes, et nous avons effectivement à veiller à cela. Mais c'est un effort global qu'il faut faire. Vous savez, il y a 80 fonctionnaires pour 1000 habitants en France. Il y en a 60 pour 1000 habitants en Allemagne. Il y en a 45 en Grande-Bretagne. C'est ça, il faut expliquer aux Français. La campagne, elle doit servir à ça. Elle doit servir à un électrochoc. Les circonscriptions. Et les circonscriptions, écoutez, il y a un accord qui est en cours de discussion. Alors, parce que vous leur en proposez 60, mais eux, ils en veulent pas loin de 100.
écoutez, ce n'est pas les chiffres que j'ai en tête. Oui. Il y a un début de négo, puis il y a la fin de la négo. Voilà. Vous allez y arriver ? Oui, on va y arriver. Oui. Ils vont tous se mettre derrière vous ? Derrière Fillon ? En tout cas, ils vont se mettre. Nous avons toujours gouverné avec les centristes, bon. Avec des gens de centre droit qui sont cohérents avec nos valeurs. Ça, c'est autre chose. Donc moi, je laisse François Fillon négocier ou discuter avec lui. Et je ne veux pas perturber ces discussions si elles ont lieu. Alors ça, c'était pour les centristes. Les parlementaires, y compris républicains, qui disent « mais nous, on veut que François Fillon revienne sur le non-cumul ». Écoutez, j'étais contre. Ils sont nombreux. La loi. Il y a les députés maires. Oui. Ils préféreraient garder leur mandat. Je voudrais juste, et je le dis à mes collègues, moi j'étais contre la loi sur le cumul, même si je me l'étais appliquée à moi-même, puisque sur le non-cumul. Oui, j'étais contre la loi sur le non-cumul, parce que je trouve qu'il faut laisser la liberté aux gens. Moi-même, je m'étais appliqué cette loi avant, mais chacun sa liberté. Moi, je ne suis député, j'ai quitté mon mandat de maire il y a 2 ans, de manière tout à fait volontaire, pour me consacrer à mon mandat de député. Voilà. Maintenant, revenir sur cette loi aurait, à mon sens, en termes d'impact dans l'opinion publique, un effet dévastateur. Voilà pourquoi. Parce que, mécaniquement, si on veut revenir dessus, c'est le premier sujet que la nouvelle Assemblée nationale doit traiter. Écoutez, il y a 6 millions de chômeurs, il y a 9 millions de pauvres. Le pays, on a 70 milliards de déficit, l'Allemagne est en excédent budgétaire. Voilà. Et on voudrait commencer par parler de nous, c'est-à-dire de parler de nos cumuls. Ouais. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc ils vont revenir à la raison, enfin la raison entre guillemets. D'abord, écoutez, à la ligne. Il y a un candidat qui a gagné la primaire. Je veux dire, François Fillon, il n'a jamais caché sa position sur ce sujet. Donc je pense que c'est important qu'il vienne l'affirmer devant les parlementaires, qu'il le dise et qu'il assume. À la limite, il faut en faire un argument en disant la majorité des Français est contre le cumul. Faisons un argument. Troisième épine, mais alors là, eux, ils donnent de la voix là, depuis une semaine, les sarkozystes. Vous êtes un peu sarkozyste, vous, quand même. Pas un peu. J'étais un des rares à le soutenir encore. Ils disent, et la sociale, on ne les connaissait pas aussi gauchistes que ça. Hein. Ouais, mais écoutez, c'est François Fillon qui a gagné la primaire. Voilà. Donc j'ai été loyal et j'ai une amitié indéfectible pour Nicolas Sarkozy. Mais si on écoutait Nicolas Sarkozy, il a dit lui-même qu'il fallait qu'on soutienne François Fillon, qu'il fallait qu'on le fasse gagner. Voilà. Simplement, c'est le programme de François Fillon qui a été validé par les électeurs. C'est pas celui de Nicolas Sarkozy. Je peux le regretter, mais si vous voulez, les électeurs, ils ont tranché. Voilà, donc c'est à François Fillon de présenter son programme vous ne soutenez devant pas les Français. Ces mouvements de mauvaise Nous humeur, devons tous être rassemblés derrière François Fillon. Vous dites que chaque mot qui peut être mis en avant peut être utilisé par nos adversaires. Ne tombons pas dans le panneau de nos adversaires. Le programme n'a pas été enrichi, par exemple, vous ne dites pas ça vous. Non, mais qui a un débat, qu'on fasse bouger le curseur, oui, mais c'est à la fin au candidat d'arbitrer. Et on ne doit pas être dans une logique de rapport de force. Qu'est-ce qui se joue, là ? Les Français nous regardent. D'être celui qui va porter l'héritage de Sarkozy ? C'est quoi qui se joue ? C'est quoi l'héritage de Sarkozy ? Moi, j'ai défendu, j'ai été 5 ans dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Je l'ai aidé à reconstruire notre famille politique. J'ai défendu sa candidature pendant la primaire. Voilà, maintenant il a fait un choix, Nicolas Sarkozy, il s'est retiré. Vous avez bien entendu Laurent Wauquiez, le président de la grande région. Mais moi je ne sais pas ce que c'est que l'héritage. Voilà. Moi je suis un ami de Nicolas Sarkozy, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Je pense que le pays doit être très redevable, notre famille politique doit être très redevable à Nicolas Sarkozy. Simplement, les Français en ont décidé autrement. C'est François Fillon, notre candidat à la présidentielle. Donc tout ce qui pourrait affaiblir François Fillon ne va pas dans la bonne direction. Il y a beaucoup de Sarkozy qui disent on est maltraité. Regardez Bruno Le Maire qui a fait 2%, il devient un potentiel ministre des Affaires étrangères. Nathalie Kosciusko-Morizet passe son temps à Las Vegas avec lui. Et puis nous, pour sarkozystes... Et alors, il n'y a pas de sujet. Voilà. Moi, je considère que c'est l'intérêt général qui doit primer. Et l'intérêt général, c'est que notre candidat gagne. Voilà. Et quand je vois certains utiliser les mots de la gauche... Certains, c'est qui ? Non, mais quand j'entends parler de purge, quand j'entends parler de casse, j'ai l'impression d'entendre les mots de la gauche. Quand vous commencez à utiliser les mots de la gauche, c'est le début de l'acceptation du discours de la gauche. Alors, déjeuner tout à l'heure, là, ils sont peut-être pas encore passés à table, mais enfin bon, entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se dire ? D'abord, c'est bien qu'ils se voient. Oui. Il paraît qu'il était très énervé, hein, Nicolas Sarkozy, parce que l'appel de François Fillon au téléphone a été lent à se décider.
J'ai pas à commenter et c'est peu de choses au regard de l'enjeu de l'élection présidentielle. Qu'est-ce et qu'ils je peux vous peuvent dire se dire que quand j'ai eu Nicolas Sarkozy au téléphone récemment, c'était cet état d'esprit, son état d'esprit. C'est-à-dire que lui, ce qui importe pour lui, c'est que François Fillon gagne l'élection présidentielle. C'est ça l'enjeu. Tout est subalterne. Tout le reste est subalterne. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui, Sarkozy, vous savez? Écoutez, je vous lui demanderai. Il va continuer à participer au débat? Est-ce qu'il va, par exemple, est-ce qu'il va aller dans des meetings? Est-ce qu'il va j'ai pas l'impression que ce soit participer à la campagne? J'ai pas l'impression que ce soit son idée aujourd'hui. Et ça serait pas sa place, à votre avis? C'est pas une question de sa place, c'est à lui de le décider. Écoutez, il a été d'une clarté, il a été d'une dignité exemplaire. Voilà. Maintenant, c'est à lui de voir ce qu'il a envie de faire, pas faire. Mais je vais pas moi lui dicter sa conduite. Demain, Conseil national, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y a un discours à la fin, je crois, de clôture du candidat à la présidentielle. Et avant, qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, il y a une partie statutaire, puisque le Conseil national, le Parlement du parti, doit chaque année voter le budget. C'est un événement important. Ça va mieux, là? Ça va beaucoup mieux. Depuis la primaire? Il y a eu un effort de plus de 10 millions d'euros effectué en 2016, grâce à la bonne gestion entamée en 2014. Ça veut dire qu'on aura pu rembourser environ 20 millions de dettes depuis 2014. Donc nous sommes sur le chemin très clairement du redressement. Et on espère évidemment que 2017 sera une meilleure année si on gagne les élections législatives. Ensuite, il y a une deuxième partie statutaire qui est l'adoption des candidats aux élections législatives, puisque là aussi, c'est du ressort du Parlement du parti que de désigner les candidats aux législatives. Il y a quelques circonscriptions qui seront laissées de côté quand même. Alors, la Commission nationale d'investiture se réunit en ce moment où je vous parle. Elle va continuer ses travaux jusque ce soir. Donc, il est possible qu'il y ait encore des cas à discuter. Ce sera très faible. 30 ? J'estime que plus de 90 ou 95% des circonscriptions seront validées demain. Ah oui, sur 577. Hein. Absolument. Ok. D'ailleurs, vous-même, vous serez candidat à votre élection? J'ai été investi Très bien. par la commission d'investiture. Et puis après, le discours donc, de François Fillon. Macron, Le Pen, deux adversaires? Bien sûr. Tous les deux? Tous les deux. Et y compris Emmanuel Macron au début. Je suis élu d'un département rural. Pas vous, mais on souriait sur Emmanuel Macron au début. Je reconnais que moi-même, je me suis sans doute trompé. C'est-à-dire que je pensais qu'Emmanuel Macron quitterait le gouvernement et qu'on n'entendrait plus beaucoup parler de lui. Je reconnais la faillite de la gauche, son absence sur le terrain, fait que ça laisse l'espace à cette nouvelle offre. Donc il ne faut pas la prendre à la légère. Voilà. Simplement. Qui n'est pas une offre de gauche classique, quand même. Oui, mais en même temps, si Emmanuel Macron, là-bas, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est quoi son programme? Il reste dans le flou. Pourquoi il reste dans le flou? Parce qu'il veut rester ambigu. Il y a un moment où vous êtes rattrapé par la patrouille et il faut choisir pour, par exemple, la fermeture de Fessenheim ou pour le maintien du nucléaire. Il y a un moment où il faut décider très clairement et parfois, c'est manichéen. Donc, il y a un moment, il faut choisir son camp. François Fillon l'a appris, ça dépend. Il va falloir qu'Emmanuel Macron choisisse son camp. À un moment, il nous explique sur chaque sujet quelle politique il veut mener. Il doit sortir de cette ambiguïté. C'est un adversaire redoutable? Tous les adversaires. Vous savez, on a une nouvelle offre politique en France. Il y a Jean-Luc Mélenchon, manifestement, aujourd'hui représente un mouvement qui est nettement supérieur à ce que pesaient les anciens communistes il y a 25 ans. Donc, c'est à prendre en compte. Le Front National, je suis élu d'un département rural et industriel, et je peux vous dire qu'il est encore très présent. Ça va être un combat pour expliquer la démagogie de son programme économique, pour expliquer qu'il est totalement schizophrène parce qu'il essaie d'être à droite sur les sujets de société, et il est à l'extrême gauche sur les sujets économiques. Voilà. Donc, vous savez, une élection présidentielle, c'est jamais gagné d'avance. On a un bon candidat, on a créé une bonne dynamique. Maintenant, il faut faire campagne. Il faut y aller à fond. Fillon peut être absent du deuxième tour? Je ne crois pas, parce que là, d'abord, parce que la gauche, encore une fois, est dans un état de délabrement qui va laisser des traces. Oui, mais il y a Macron. Ensuite, parce qu'il y a dans le programme de François Fillon, je pense, les solutions qui répondent aux problèmes de la France d'aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, c'est jamais gagné d'avance. Et donc, la meilleure réponse, et demain, c'est un moment important, parce que c'est le rassemblement de la famille. La primaire a inversé la donne. Avant, on allait devant le parti, on prenait le parti, et c'est ça qui permettait d'être investi au présidentiel. Maintenant, on gagne la primaire, mais le parti, il doit faire caisse de résonance. Le parti doit être utilisé parce qu'on a 200 000 militants qui n'attendent que ça. Les conseillers nationaux demain, ils sont dans les starting clocks. Ils sont peut-être majoritairement sarkozystes, mais ils ont envie de faire gagner Fillon. Voilà. C'est un tournant, éventuellement, le discours que Fillon va prononcer le 29 janvier. On se souvient de l'importance du discours de Nicolas Sarkozy en
en 2007, qui était à la porte de Versailles. On se souvient de l'importance du discours de Bourget pour la campagne de Hollande en 2012. Est-ce que ça sera du même ordre? Bien sûr, c'est important parce que nous serons dans la période que j'évoquais tout à l'heure où les choses commencent à se cristalliser, c'est-à-dire fin janvier, début février. Non, mais il ne faut pas louper non plus l'étape de demain. L'étape de demain est importante. Vous savez, s'adresser à sa famille politique qui vous a soutenu dans les moments les plus difficiles et qui va vous soutenir maintenant pour faire écho et résonance à la primaire, c'est très important. Voilà, c'était le talk de Luc Châtel qui présidera demain ce Conseil national qui s'annonce important, il vient de vous le dire, dans lequel François Fillon sera adoubé. Il y a encore quelques questions à régler, notamment pour les circonscriptions, mais c'est en train de se faire. Et puis lui, il ne fait pas partie de ceux parmi les sarkozystes qui sont de mauvaise humeur. Et maintenant, vos questions avec Mathilde Sirot. Mathilde, bonjour. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Luc Châtel. Bonjour. Nos internautes sont très assidus sur l'actualité politique. Il n'a pas échappé à Alexandre Nadal-Ojo qu'il y avait des tensions en ce moment parmi les Républicains. Il pose une question sur les sarkozystes. On voit, il dit, c'est dans sa bouche, les sarkozystes ont du mal à défendre le programme pour l'instant. Ils demandent des inflexions, notamment pour avoir plus de mesures sociales. Est-ce que ce n'est pas un des effets pervers de la primaire, demande-t-il? D'abord, les sarkozystes, moi je suis sarkozyste, j'ai été des sarkozystes tout à l'heure à Yves Tréhard. Donc, et moi je me sens très à l'aise avec le programme de Fillon et je le défends. Donc tout ça est assez marginal. Tout ça au total compte peu et n'intéresse pas les Français. Voilà, donc si on pouvait se concentrer sur l'essentiel, ce serait mieux, c'est-à-dire faire gagner notre candidat François Fillon. Une question quand même sur Nice. François Fillon était à Nice il y a 2 jours pour annoncer des mesures sur l'immigration. Christian Estrosi est venu le défier à la tribune en lui demandant encore une fois, après Laurent Wauquiez, après Brice Hortefeux, d'infléchir son programme. Est-ce qu'il n'y a pas là la naissance d'une sorte de fronde, comme on a pu le voir aussi au Parti Socialiste? Non, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un arbitrage. Pourquoi est-ce qu'on a eu une fronde à gauche pendant 5 ans? Parce que Hollande n'avait pas tranché entre 2 lignes. Au contraire, il avait entretenu le flou, un peu comme fait Macron aujourd'hui. Voilà. Là, les électeurs ont tranché. Quand vous êtes élu à 65%, quand vous faites 45% au premier tour, excusez-moi, mais la messe est dite. Voilà. Donc, qu'il y ait d'autres sensibilités au sein de notre famille politique, très bien, nous sommes un rassemblement de différentes sensibilités, mais il y a une ligne qui a été choisie par les électeurs, c'est arbitré. Hier soir, vous avez suivi le débat de la primaire de la gauche. Les mots employés par les différents candidats contre François Fillon sont assez durs. On a entendu que François Fillon était un libéral brutal ou qu'il incarnait une droite totale. Est-ce que ça vous choque? C'est le moyen pour la gauche de se refaire sur notre dos. Voilà, on s'y attendait. Moi, quand je vois Manuel Valls, la volte-face qu'il fait sur un certain nombre de sujets, alors qu'il n'y avait pas plus libéral que lui il y a encore quelques semaines au gouvernement, ça devrait me faire sourire, mais c'est assez triste pour quelqu'un qui se veut et qui veut se présenter comme un homme d'État. Il était question aussi hier soir de l'état d'urgence. Manuel Valls était le seul sur le plateau, peut-être avec Sylvia Pinel, à dire voilà, on doit reconduire l'état d'urgence autant que nécessaire. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne? À la fois, je suis sur cette ligne, c'est-à-dire que la sécurité avant tout, et si l'état d'urgence est le moyen de la permettre à court terme, très bien. Et en même temps, on voit bien qu'il faudra bien en sortir un jour. Donc il faut bien inventer quelque chose juridiquement, qui permettent d'avoir les mêmes effets, le même impact que l'état d'urgence, sans ces contraintes. C'est-à-dire, oui, il faudra qu'on trouve, et là, c'est un point important pendant la campagne, qu'on trouve le chemin de crête qui permet de sortir de ce dispositif qui doit quand même rester exceptionnel, vers un système qui permet une répression forte des attaques terroristes et des réseaux. Philippe pose une question sur Emmanuel Macron, qui concentre beaucoup d'attention en ce moment, surtout qu'il est beaucoup sur le terrain. Vous avez dit que dans la présidentielle, la compétition allait se faire autour des candidats qui avaient la stature d'un homme d'État. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron a cette stature-là? Est-ce qu'il peut incarner l'État? Moi, ce n'est pas à moi de qualifier les différents candidats et encore plus les challengers. Macron a été ministre.
Simplement, ce que je constate, c'est qu'il n'a jamais été élu. Voilà. Vous savez, ça peut le servir, hein, vous savez, on est dans une période. Ça peut le servir. En même temps, là encore, parfois, je l'entends dire des choses qui me surprennent. S'il venait une fois faire une permanence avec moi à Chaumont, peut-être il répondrait à certaines de ces interrogations d'aujourd'hui. Voilà. Donc la politique, qu'on n'ait pas une carrière de 25 ans pour devenir président de la République, pourquoi pas? Après tout, dans beaucoup de grands pays développés, les hommes ou femmes qui arrivent aux responsabilités n'ont pas forcément l'expérience dont on a l'habitude en France. Ok, mais en même temps, c'est important de comprendre ce que sont que les gens, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs attentes, d'être à leur écoute, de faire de la proximité. Quand on a 38 ans, c'est un handicap ou pas? Non, je ne crois pas. Non. Moi, je suis contre le jeunisme et le vieillisme. Voilà. D'accord. Vous savez, moi, je suis un homme d'entreprise. Et dans l'entreprise, ce qui est important, c'est de mettre les meilleurs au meilleur poste. Voilà. D'accord. Une question sur Henri Guénaud, qui défie lui aussi un petit peu votre famille politique. Est-ce qu'il mérite d'être investi là où il est élu dans les Yvelines? Je ne répondrai pas à cette question parce que je ne suis pas dans la logique de dicter une conduite. Ce qui me gêne chez Henri, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression d'entendre nos adversaires. Voilà. Il utilise les mots, la logique, la dialectique de la gauche. Quand il parle du programme de François Fillon, j'ai l'impression d'entendre Jean-Christophe Cambadélis. Ça, c'est quand même un petit sujet. Pour les électeurs qui vont avoir à s'exprimer aux élections législatives, la logique, c'est que les candidats de la droite et du centre, les républicains, ils aient un candidat qui défende quand même nos convictions et nos idées. Donc il doit être investi ou pas? Écoutez, je ne me prononcerai pas parce que je ne veux pas créer de polémique sur le sujet. Voilà. Une dernière question. Peut-être sur François Bayrou, qui en ce moment lui aussi est assez virulent contre votre candidat. Est-ce que ça peut être un obstacle pour François Fillon dans cette campagne? Non, parce que je pense que François Bayrou a passé son temps. Voilà, je pense qu'il a peut-être raté le coche. Oui, et l'émergence de Macron d'ailleurs le démontre. Si vous voulez. Il pourrait se rallier à Macron. François Bayrou, moi j'ai connu François. Vous savez, moi j'ai été candidat aux législatives la première fois en 1997. J'étais candidat UDF. La grande UDF, celle fondée par Giscard. Donc avec François Bayrou. Eh bien, le président était François Bayrou. Il y avait 215 députés. Il a fini à 3 députés. Donc, si vous voulez, la politique, il y a un moment où vous êtes rattrapé par votre bilan, par vos actes. C'est le fossoyeur du centrisme? En tout cas, c'est le fossoyeur de la grande UDF, oui. Alors, c'est ça qui a permis ensuite de fonder l'UMP, qui n'était pas l'espèce de monolithe qui a été décrit ici. Il y a l'UMP, enfin républicain aujourd'hui. Il y a des gens comme moi qui viennent de la sensibilité libérale, des gens comme Marc-Philippe Daubresse, qui viennent de la sensibilité centriste. Il y a des Jean-Pierre Raffarin. Il y a de la diversité. C'était les questions, vos questions, chers internautes, auxquelles Luc Châtel a répondu le plus précisément possible. Nous vous en remercions et nous vous disons à lundi. Merci Luc Châtel. Merci.